Merci à tout le monde pour avoir une fois de plus honoré notre invitation, notre rendez-vous. Après-midi de la Tech, un spécial numéro consacré aux pionniers de l'Internet au Sénégal. Aujourd'hui, la connectivité est tellement devenue accessible et simple qu'on en oublie les galères de départ. Dans les années 90, quand il s'est agi de connecter les premiers Sénégalais, Internet créé en 1989 par le chercheur britannique Tim Berners-Lee. Berners-Lee ne fait pas toujours la fierté de ses pairs entre fake news, menaces pour le vivre ensemble, diffusion de haine contre certains groupes sociaux et entre certains groupes sociaux, danger pour la démocratie. Le web reste, mais c'est à nos panélistes d'apprécier en dernier ressort, évidemment, un formidable outil d'expression, d'échange, un pont entre les différentes civilisations, les peuples, les nations, un vecteur de promotion de la démocratie, de l'éducation, du savoir également. Pour une fois, nous nous éloignerons des considérations techniques pour mettre en avant les aspects éthiques, déontologiques et moraux, même si ça va être difficile parce que nous avons été assaillis de beaucoup de questions qui parlent plutôt des enjeux techniques, donc on va allier les deux sûrement. Comment profiter des avantages du web et comment éviter ces pièges? Ce sera le cœur de ce panel spécial qui reçoit les pionniers et je suis très ému et ça va être le cas de tout le monde en recevant ce beau monde, ce magnifique monde cet après-midi. Alassane Dialé Ndiaye, fondateur de Sonatel, dont il a été le premier directeur général. J'y vais très vite en simplifiant et je l'en remercie d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il nous fait cet honneur. Il avait accepté dernièrement d'être notre invité à la radio au Sénégal lorsqu'il s'est agi de parler un peu de la station de Gandoul. On le sait, un bijou qui est devenu incontournable dans l'histoire des télécoms, non pas du Sénégal, mais de l'Afrique et certainement du monde, parce que quand on parle de télécom, c'est forcément des comparaisons. Alex Corentin, enseignant-chercheur à l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar, professeur Abdoulaye Sakho, juriste spécialiste du numérique, Mor Ndiaye Mbaye, directeur de cabinet de la ministre des Télécoms quand Ndeye Tické Ndiaye Diop était aux affaires à la cité Keur Gorgui. En plus d'Alassane Dialé Ndiaye, nous avons deux anciens sonateliens. Pape Gorgui Touré en ligne de Genève cet après-midi en Suisse, président gérant du cabinet Tacticom que nous avons régulièrement reçu dans cette plateforme et bien sûr, ça fait de nous un homme très réjoui et très heureux à la fois, très honoré comme toujours. Président gérant du cabinet Tacticom et Madame Aïssatou Dieng Diop, consultante en interconnexion des réseaux de télécom à Atelco Sénégal, qui signifie l'Afrique Télécom Consulting. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci aux discutants également qui vont prendre la parole un peu plus tard. Un premier tour de table. J'aimerais savoir, moi le très petit devant ces grands messieurs, ces grandes dames, comment s'est passé le contact de chaque panéliste avec Internet? Pour exemple, avant un peu de démarrer cette panel, je pense hier avec Pape Gorgui Touré, il me disait, si je me trompe, avoir ouvert la première page web. Ça fait une très belle transition. Je démarre par vous, Pape Gorgui Touré. Votre histoire, votre premier contact avec Internet en une minute, c'était comment? En réalité, donc, en fait, ce qui nous a mené à l'Internet, c'est la commutation de paquets, oui, qui était donc le premier réseau réellement, le premier numérique. Mais ça, je vais laisser ça donc, au ministre d'État, qui est l'initiateur, qui en était l'initiateur et le précurseur réellement. Mais je sais que je vais me bagarrer avec Alex Corentin parce que c'était quand même lui le flibustier. Hein? Mais quand je parle de l'Internet public, c'est-à-dire quand il s'agit donc de récupérer le domaine SN pour pouvoir y mettre donc de l'Internet public et le mettre à la disposition de l'ensemble des Sénégalais aux conditions que vous savez. Oui. Ben oui, donc j'avais recruté en fait un cabinet qui était un cabinet français qui est venu donc nous faire une installation, mais qui avait énormément de difficultés parce que nous venions de mettre en place aussi donc certains câbles sous-marins, notamment donc le SAT-3, et leur signal ne passait pas. Donc pendant 2 semaines, ils sont restés là-bas, les bras croisés, ils ne savaient plus quoi faire. Après, je me suis promis simplement donc d'aller faire un peu le pointage. Je suis allé au câble sous-marin. Oui.
Et j'ai suivi un peu les signaux. À un moment donné, donc j'ai vu qu'il y avait un switch qui était mal positionné. Je l'ai positionné, puis je suis revenu dans mon bureau en face. Et puis, j'ai eu tout de suite donc l'accès Internet et la page web. Quand je leur ai dit, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Donc, c'était simplement ça. Donc, la première page, c'était un soulagement, l'accès à l'Internet. C'était un soulagement devant l'énormité qu'avait ce cabinet-là pour pouvoir nous connecter. Et voilà, donc, le premier contact. Oui, c'était quelle date? Vous vous en souvenez? C'était quel jour? Quelle date? Les jours, la date, bon, c'est un peu loin, mais c'était au milieu des années 90. Waouh, waouh. Le premier lien, c'était en mars 96. Allez-y, allez-y. 96, oui, le premier lien, c'était en mars 96, un lien satellite. Bravo. Avec Cable and Wireless, puisque ça a été notre direction qui avait négocié donc l'accès, rechercher les fournisseurs et négocier les tarifs. Voilà, excellent. Au web. Excellent. Donc Aïssatou, restez sur ça, poursuivez un peu vous. C'était quoi votre premier contact avec Internet? Oui, c'était ça, c'était la négociation parce qu'il fallait rechercher des fournisseurs qui n'étaient pas nombreux à l'époque au niveau mondial pour pouvoir donc apporter donc Internet au Sénégal. Au Sénégal. Et donc c'était le premier contact avec Internet. Donc il fallait donc négocier, discuter donc avec les distributeurs qui sont les fournisseurs de services. Donc, Alex était là à notre première réunion avec les fournisseurs de services et ensuite mettre le lien en service. Et c'était la direction de Pape Gorgui Touré qui devait s'occuper des aspects techniques à l'époque. Quelle histoire, quelle histoire. Pape Gorgui, je donne la parole à présent à Alex Corentin. Je vois que ça formait forcément un groupe à l'époque. Après, je comprends un peu la familiarité entre Alex Corentin et Pape Gorgui Touré. Alex Corentin, votre premier contact avec Internet? Est-ce qu'il nous entend, Alex Corentin? C'est d'une famille parce qu'on a défriché, en fait, le terrain ensemble. Qui, à l'époque, était un peu nouvelle pour nous. Mais moi, mon premier contact avec Internet, paradoxalement, ça ne va pas être le web, mais c'est la messagerie. La messagerie électronique en 92, 93, quand on a mis en place le premier lien UICP avec du Dialink, avec nos fameux téléphones les modems téléphoniques à 9600 bits par seconde, hein, on s'en rappelle toujours, qui nous permettaient de nous connecter. Et en fait, c'est notre connexion au réseau RIO, réseau interterritorial d'ordinateurs, qui nous a permis d'échanger les premiers mails entre l'université, l'Orstom à l'époque, et puis les universités françaises avec lesquelles on participait à la recherche. Donc, ça a été la messagerie. Cette messagerie, et puis le web, en fait, on l'a connu dans les années 96, disons, je dirais 96, 95. En fait, quand il y a eu cette première démonstration, si vous vous rappelez, avec Comsat, qui avait lieu au CICES à l'époque, où il y a eu une démonstration internationale justement de l'accès à Internet. Et je crois que toute la communauté, le gouvernement était là, et ça a été par satellite. Et là, on avait fait la première démonstration où on voyait vraiment le web dans ses prémices. Et ça a été en fait des moments forts qui ont conduit l'État sénégalais, la Sonatel aussi en particulier, à se lancer dans cette aventure très rapidement pour prendre en charge cette affaire. Je tiens à rappeler que le Sénégal est le seul qui n'a pas bénéficié de l'initiative Leyland, parce que c'est quand même une initiative propre à la Sonatel, au gouvernement sénégalais. Donc, on s'est connecté de nous-mêmes à l'Internet, alors que la majorité de nos pays frères avaient, eux, bénéficié un peu du soutien de l'initiative Leyland, de l'USAID à l'époque pour se connecter à Internet. Si je ne me trompe, je pense que Pape Gorgui se rappelle un peu de ces étapes-là. Je confirme absolument, Alex. Je confirme. Merci. Oui, Pape Gorgui. Allez-y. Oui, merci Pape Gorgui. Je fais en fait un premier tour. Ça me permet, avant de revenir au décès Mor Ndiaye Mbaye, de donner la parole au professeur Abdoulaye Sakho comme
Il vient de nous rejoindre. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Ousmane, bonsoir. Désolé pour ce retard, hein. Désolé, vraiment désolé. Je m'excuse auprès de ce prestigieux panel de gens que je connais, certains, d'autres pas du tout, ou de nom simplement. Le ministre Alassane Dialy, de nom, je le connais, je crois que je ne l'ai jamais rencontré. Pape Gorgui, lui, c'est un ami. On a fait la ville d'Orléans plus ou moins ensemble. Il a fait ses études à Orléans, je les ai fait là-bas. Alex, lui, c'est un collègue. Mordiaï. Voilà, donc madame également, que je connais de nom simplement, mais je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés, je ne suis pas très sûr. En tout cas, heureux d'être là. Et puis, m'excuser encore une fois pour ce retard. C'était dû aux confrères de Ousmane Gueye qui étaient là et qui ont voulu enregistrer chez moi et parler de sport. Je suis un fanat de sport et actuellement, vous savez que l'actualité est dominée par le sport. Voilà. Bref, je suis avec vous. Merci Ousmane. Merci, professeur, hein, par devoir et par amitié pour ne pas citer le fameux livre. Hein. Je ne dirais pas quelle est la vraie raison qui vous a retardé. Hein. Parce que j'aurais pu dire que c'est dû au repas, mais je voyais que... Vos confrères étaient là. Je ne dis rien, professeur. Alors, parce que surtout qu'il y a un touré dans le plateau. Attention. Alors, une première question pour vous, hein, professeur Abdoulaye Sakho. Vraiment, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'était quoi, en une minute, votre premier contact avec Internet? Oh là là, c'était un contact de consommateur d'Internet. Moi, je ne suis pas technicien du tout. Alors, j'ai vu autour de moi des gens parler de messagerie. C'était ça en réalité. Oui. Et c'est un de mes anciens étudiants qui tenait, à l'époque, on les appelait des cyber, où les gens allaient pour se connecter. Et c'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit, professeur, vous, avec ce que vous faites, vous devez ouvrir une messagerie. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il m'a dit, vous n'aurez plus besoin d'écrire des lettres et tout. Alors, je suis venu dans son c'était un garage d'ailleurs qu'il occupait. Il m'a un peu expliqué. Et du coup, il m'a ouvert mon adresse et tout. Mais je ne l'ai pas utilisé. Quand c'est ouvert, quelques temps après, il paraît qu'ils m'ont dit qu'il y avait des gens qui m'écrivaient. Alors, je ne savais pas. Et vraiment, mon vrai contact, ça s'est fait à Mour. Ce n'était même pas à Dakar. J'étais parti pour Mour pour un séminaire, je ne sais plus sur quoi. Et je suis sorti avec un jeune médecin qui, lui, était un chercheur et il était dans le centre de recherche de Issa Diallo à Mour. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, je les ai vus tous connectés, quoi. Il y avait des machines et tout. Je dis, c'est quoi? Ils m'ont expliqué. J'ai dit, j'ai une adresse. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Alors, j'ai donné. Ils ont ouvert. J'ai vu, effectivement, il y avait plein de messages. Mais c'était lent à l'époque, très lent. Et moi, je croyais que, bon, on aurait pu faire accélérer. Et ce que j'ai fait, et c'est pour ça, c'est mon premier contact, je ne vais jamais l'oublier. J'ai éteint toutes les machines là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché. J'ai éteint toutes les machines du centre de recherche. Et je crois qu'ils ont eu peut-être 2 heures de temps avant de se reconnecter tous. Et ça m'est resté. J'ai dit, bon, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de juriste. On n'a qu'à nous éloigner et laisser ça avec les Alex Corentin. Voilà. Merci. C'était ça, mon premier contact. Merci, professeur Sakho. Mor Ndiaye Mbaye. Eh bien, merci, Ousmane. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui parmi ces éminentes personnalités qui sont toutes des pionniers, j'allais dire, d'Internet, pour parler quand même de sujets assez préoccupants, assez intéressants. Des personnalités que j'ai eu à rencontrer pour certaines dans des occasions diverses. Monsieur le ministre d'État, je ne sais pas s'il se souvient, il a une fois passé quelques heures dans mon bureau à ATI, sur le boulevard de la République, il y a quelques années. C'était vers 2003-2004, je crois. Le professeur Abdoulaye Sakho également, je connais très bien pour tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il écrit dans le secteur, mais surtout à l'occasion de son master dans le domaine de la régulation. C'est juste, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Madame Diop également, que je connais de nom, qui est dans le secteur pour tout ce qu'elle a apporté. Touré, qui ne le connaît pas, évidemment, M. Touré, je le connais aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de l'approcher très souvent, mais je le connais, je l'ai suivi. Et enfin, le professeur Alex Corentin, qui est moi, mon professeur, qui est mon mentor, et
je le dis souvent, si aujourd'hui j'en suis là, il en est pour beaucoup de choses, pour beaucoup. Il a participé à beaucoup dans ma formation et il n'a pas arrêté, il a continué à me suivre, à me coacher partout où j'ai été. Voilà. Alors, mon premier contact avec Internet, j'ai eu la chance, au milieu de ces années 90, à la naissance d'Internet, de me retrouver justement entre les mains du professeur Corentin à l'ESP, où j'étais retourné pour faire mon diplôme d'ingénieur. Et pour faire cours, c'est là-bas où j'ai donc eu les premiers contacts. Et c'est ce qui a fait qu'en 97, sur mon mémoire d'ingénieur, que lui-même, il a drivé, j'avais travaillé sur le sujet, je crois, c'était la filiation Internet, intranet et nouvelle dimension du client-serveur. Ça, c'était avec le professeur Corentin. Voilà. J'ai eu aussi la chance dans ce cursus-là, au moment dans mon stage, ou durant mon stage d'ingénieur, de participer à l'équipe de développement qui a conçu l'un des premiers sites, pour ne pas peut-être affirmer que le premier site web dans notre sous-région, qui était un projet mis en place par Amadou Top au sein de ATI, où j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de développement de ce premier site qu'il avait mis en place en collaboration avec la PANA. Et un site qui s'appelait, c'était www.rapide-pana.com. Voilà. Merci Alex Corentin. Je fais exprès à ce niveau du débat de terminer par le ministre d'État Alassane Diallo Ndiaye, pour lui permettre d'apporter un regard global sur tout ce qui a été dit. Mais compte tenu de son rang, je vous pose la question autrement. Qu'est-ce que ça vous fait, Alassane Diallo Ndiaye, en tant que fondateur et premier DG de Sonatel, d'être un peu, disons, en avant sur tous ces changements, être à la tête de Sonatel, l'avoir créé de son propre esprit, Sonatel qui évidemment a beaucoup participé à l'avènement d'Internet chez nous. Ça fait quoi chez vous comme réflexion? Oui, ce que je voudrais surtout dire, bien sûr, vous savez, tout le monde sait comment est né Internet et à partir de quel esprit. Internet, en fait, pour parler très vite, c'est une association entre l'université, dans une grande partie des universités américaines, et l'armée au départ. Et l'objectif, c'était de trouver un réseau qu'on ne puisse pas couper, qui puisse permettre de communiquer. Oui. Le maximum de fiabilité possible. Et ça, c'est des leçons, association, armée et université et chercheurs qui ont donné ce réseau. Mais la base d'Internet aussi, il faut quand même le dire, c'est la technologie numérique, la transmission numérique. Et sur ce plan-là, je peux dire que le Sénégal s'était préparé à cela. Le Sénégal n'était pas à l'origine d'Internet. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous étions préparés. Pourquoi nous étions préparés? Comme par parce que M. Gorgutule le dira, à partir de 1978, déjà, le Sénégal avait mis en place le premier central téléx numérique, implantronique numérique. Et en 1984, pas plus là. Oui, allez-y. Et en 1984, nous avons mis en place le réseau Sympact, le réseau de transmission de données par paquet. Donc, vous voyez, déjà, on avait commencé à faire des pas importants au niveau du Sénégal. Et à partir de 85, en septembre 85, à la tête de la Sonatel, j'ai décidé de mettre en place partout au Sénégal, mais à commencer par Dakar, un système de commutateurs numériques. Nous avons numérisé à partir de j'ai pris la décision à partir de septembre 85 de numériser l'ensemble
des télécommunications du Sénégal. Nous avons mis en place le système E10. Enfin, les techniciens qui sont autour de cette table savent de quoi je parle. Et 2 ou 3 ans après, le Sénégal avait presque mis que partout des centraux numériques. Et nous avons numérisé notre réseau téléphonique avant la France, il faut quand même le rappeler, comme nous avons entrepris des réformes audacieuses qui consistaient à mettre en place une unité de télécommunication qui s'appelle la Sonatel, une unité indépendante, autonome, bien avant la France. Pour une fois que nous sommes en avance sur les Français, quand même, il faut le dire. Il faut le dire. Et dans ce domaine, nous avons été en avance. Non seulement sur l'ensemble des pays africains, mais même sur la France. Et nous avons même, à partir de 85, commencé à installer de petits centraux, pas seulement à Dakar, mais même en province, à Louga, à Tambacounda, à Ziguinchor, etc. Et heureusement que toutes ces mesures ont été prises, ces mesures de numérisation du réseau, parce que quand Internet plus tard est arrivé, le Sénégal s'est adapté très vite son réseau. Et heureusement, d'ailleurs, nous l'avions fait. Parce que si on n'avait pas fait cela, ça aurait entraîné des dépenses absolument colossales pour aider le Sénégal à s'adapter à Internet. Donc, ce que je tiens à saluer, c'est vraiment la passion, la détermination avec lesquelles les cadres sénégalais, donc Madame Diop autour de cette table, et M. Gorgui Touré et bien d'autres encore, ont fait preuve pour se battre, pour mettre le Sénégal vraiment dans le courant, dans la ligne, dans le sens du progrès. Et heureusement, ça nous a permis plus tard, je répète, de nous adapter facilement à Internet. Enfin, nous le développerons plus tard encore. Oui. Merci beaucoup Alassane Diallo Ndiaye. Je me tourne de nouveau vers Pape Gorgui Touré, en ligne de Genève, président gérant du cabinet Tacticom. Aujourd'hui, Pape Gorgui Touré, si on revoit un peu l'évolution d'Internet des années 90 à aujourd'hui, autrement dit 2021, vous qualifierez cette évolution comment pour le cas du Sénégal? C'est que ma question peut être complexe, voire vague, mais c'est en même temps le jeu. Oui, c'est important. C'est important. Parce que je pense que donc, vous me permettez de revenir un petit peu. Pape Gorgui, on vous entend mal. Oui. Pape Gorgui Touré. C'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, allez-y, voilà. C'est parfait. C'est bon? Oui. OK. Voilà, je disais donc que je vous permettrai juste de revenir un peu sur l'importance de ce que vient de dire M. le ministre d'État. Oui. La finalité donc de tout cela, c'était quand même de faire en sorte que... Je n'entends pas bien là. Oui, Pape Gorgui, merci de soigner davantage le son. Je vais peut-être... Pape Gorgui Touré qui va réajuster un peu son son, il est faible. Pape Gorgui Touré? Sinon, en attendant qu'il réajuste un peu son son, je me tourne vers Alex Corentin. Alex Corentin, vous entendez? Oui, bien sûr, je vous entends. Oui, un regard un peu sur l'évolution d'Internet. Est-ce que vous m'entendez là aujourd'hui? Oui, Pape Gorgui revient un peu parmi nous. C'est tant mieux. Pape Gorgui, allez-y. Pape Gorgui Touré? Quelques soucis avec Pape Gorgui Touré. Alex Corentin, votre regard sur l'évolution d'Internet jusqu'ici, après la parole à Pape Gorgui Touré. Alex Corentin? Oui. Ce qui est vraiment le regard sur l'évolution, c'est que, de mon point de vue, surtout en tant qu'universitaire, puisqu'en fait, comme l'a rappelé très bien le ministre d'État Alassane Diallo Ndiaye, c'était d'abord une affaire d'universitaire et peut-être de militaire. À l'époque, Internet, ça a été fait pour un certain nombre d'usages qui étaient relativement précis. Et moi, l'évolution que j'en ai vue, c'est qu'au-delà d'un aspect informatif, parce que les sites web au début et les premières utilisations de l'Internet ont été essentiellement la messagerie. Je crois que le professeur Sarro a rappelé un peu dans les années 90, début 2000,
l'émergence de tous les cybercafés, avec Télécom Plus, Pape Gorgui, avec Métis-Cana, etc., où les premiers services qui étaient offerts, c'était plus de la messagerie, de l'accès à la messagerie pour communiquer. Et l'évolution, c'était donc le potentiel, surtout pour les étudiants et les chercheurs, de pouvoir communiquer avec leurs pairs, de disposer d'informations relativement récentes. Et l'évolution qui m'a plus marqué, ça a été réellement l'usage du web. L'usage que les gens ont fait du web. Le web, au début, était purement statique, HTML, et donc c'était pour présenter en fait les structures. C'était relativement simple. Et puis tout à coup, on s'est aperçu de l'appropriation que tous les acteurs, que ce soit sociaux ou économiques, ont pris de cette possibilité de pouvoir s'afficher et d'être visible de par le monde pour en faire un outil massif de communication, de visibilité et surtout d'interaction entre les peuples et les nations. Et moi, je crois que cette évolution de système qui était plus dédié à des usages qui étaient relativement classiques, de facilitation de communication en utilisant les réseaux, à maintenant un outil de communication de masse. Et ça a été vraiment l'évolution avec, bien sûr, la création du V3C par Tim Berners-Lee et justement le World Wide Web, qui est devenu en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le site web. C'est cette évolution qui pour moi est vraiment marquante et qui continue à se faire d'ailleurs de nos jours. Merci, merci Alex Corentin. Je vais exprès de rester un peu sur le général parce que ce panel se veut un regard global sur l'évolution d'Internet. Sûrement, si on cherchait à approfondir certains détails, ça va être compliqué vu un peu le temps que nous avons et qui est limité pour ce panel. Pape Gorgui Touré, à Genève. Oui. Est-ce que c'est bon? Là, c'est trop bon. Excellent. Excellent. Bien, désolé pour cela. Non, je disais qu'il est important de souligner ce que vient de dire Monsieur le ministre d'État. Parce que donc il y a eu des besoins importants à partir donc des années 80 avec la naissance de la micro-informatique et autres, d'interconnecter donc les tout petits réseaux qui existaient par-ci, par-là. Et donc la numérisation qui a commencé avec, donc c'est donc le téléx qui a remplacé la télégraphie, etc., nous a amené à la situation suivante. L'État du Sénégal, à un moment donné, donc, avait un besoin extrêmement important de relier les différents sites administratifs. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était Maguette Diouf qui était le directeur de la DTI, Maguette Diouf qui est donc le frère aîné du président Abdou Diouf, directeur de la DTI. Quand le ministre, le président de la République a demandé à chaque ministre de lui proposer donc un projet pour développer le pays, notre ministre qui était Djiboka s'est tourné vers le ministre d'État Alassane Ndiaye pour lui demander donc une proposition. Et c'est M. Ndiaye qui lui a proposé de mettre en place un réseau de communication donné par commutation de paquets. Et m'a fait l'honneur donc de me demander de faire le rapport. Quand nous avons commencé cela, j'ai été convoqué par Maguette Diouf. À l'époque, la direction de la DTI était sur l'avenue de la République. Je ne sais pas si ça a changé. Mais il me dit, mais jeune homme, vous êtes incapable de nous tirer une liaison spécialisée entre ici, la Grande Poste, et notre bureau. Et vous prétendez que vous allez nous mettre en place donc un réseau à travers tout le pays qui va faire communiquer tous les ordinateurs, etc. J'ai dit, on va le faire. Et donc, nous avons été un peu arbitrés donc, en Conseil des ministres. Et là encore, M. Ndiaye m'a fait l'honneur de me demander d'aller accompagner le ministre en tant que son expert, sous la présidence donc, de Jean Collin. Et le Conseil des ministres a accepté cela et 2 ans après, donc ce système a été installé. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela a révolutionné l'économie du pays. Parce que ce n'est pas seulement que les administrations, mais toutes les banques. Quand vous aviez votre solde donc à Dakar et que vous habitiez à Kaolack, vous ne pouviez pas. Vous étiez obligé donc de faire le transport. Les instituteurs qui étaient donc dans les villages et autres, tous convergeaient à Dakar.
tous les mois et passer pratiquement la moitié du mois donc à faire le voyage Dakar vers le village que pour enseigner aux élèves. Donc tout cela s'est harmonisé. Mais évidemment, donc, le réseau Senpac était un réseau à faible débit. Et protocole X25, X75, 9006, 19002 au maximum. Et évidemment, donc, lorsque l'Internet est venu, nous avons vu d'abord cet aspect mise en commun donc, des ressources et interconnexion des différents pôles de production de données et d'informations et de différents pôles d'échange pour fluidifier l'économie du pays. Toutes les banques, et il y a un de nos amis et collègues de l'époque, Léon Charles VI, qui a coordonné ce projet de façon absolument magistrale et qui a fait que toutes les administrations, les banques, la Sénélec, tout le monde était prêt au même moment. Et quand le ministre d'État a inauguré ce réseau, cela a bouleversé l'économie du pays. Donc nous étions dans cette mouvance-là. Qu'est-ce que l'Internet maintenant pouvait apporter de plus? L'Internet a apporté le débit, mais toujours en tant que réseau. L'aspect communication est venu après, comme le dit Alex, la messagerie. La connexion, consultation donc des explorers, enfin bref, donc tous les navigateurs qui étaient venus, donc qui donnaient accès maintenant à l'information de façon générale et la connaissance, ce qui aussi est très important. Maintenant, si vous me posez la question quant à l'évolution que nous avons aujourd'hui, le regard global sur ça. Le regard global sur cela, c'est qu'aujourd'hui, l'intégration donc des télécommunications au sens large du terme, avec le protocole IP, fait que le développement d'applications nouvelles rend pratiquement sans limite les possibilités qui s'offrent à nous. Et il faut évidemment qu'on profite donc de ces possibilités-là, mais aussi qu'on survive à ces possibilités-là. Et j'aurai l'occasion probablement donc, de revenir sur ce point particulier. Merci surtout sur la survie, parce qu'il n'y a pas que de très bons points. Malheureusement, ça va être la seconde partie de ce panel. Professeur Abdoulaye Sakho, une même question pour vous, un regard global sur l'évolution de cet Internet-là au Sénégal. Professeur Abdoulaye Sakho. Oh, j'avais fermé le micro, excusez-moi. Ce sera, je dis c'est intéressant et ce sera un regard de quelqu'un des sciences sociales, pas du technicien. Voilà. Nous, quand on regarde ce qui est en train de se passer, nous disons que nous sommes en train de vivre un autre monde. Parce que le monde dans lequel j'ai grandi, c'est pas celui-là. Comme disait Gorgui tout à l'heure, connecté entre un bureau dans un même quartier, c'était quasiment impossible. Et maintenant, vous prétendez pouvoir connecter tout le pays, ça peut poser des problèmes, effectivement. Et mieux, ce qui est en train de se passer, c'est que pour nous, ce que l'on estimait pouvoir être dans un cercle restreint, parce que nous avons grandi dans les familles, dans les cercles restreints, c'est comme ça que je peux dire, on se connaît, c'est le quartier, c'est la ville, c'est à la limite l'école. Aujourd'hui, nos actes dépassent, du point de vue frontière, j'allais dire le monde. Ce que vous faites tout de suite dans votre chambre pourrait se retrouver à Kuala Lumpur, pourrait se retrouver un peu partout. Et cela a changé énormément de choses. Ça a changé notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière même de nos rapports aux objets. Beaucoup de choses ont été bouleversées. Et sur ce plan-là, les gens parlent beaucoup de Covid. On dit que Covid nous a amenés à une nouvelle manière de vivre. Mais je me demande si c'est Internet qui a fait déjà pas commencer à nous faire inventer une nouvelle manière de vivre. Et cette manière de vivre était tellement, finalement, la révolution va tellement vite que c'était devenu naturel. C'est normal. Vous voyez, un jeune garçon, un jeune gamin de 8 ans, il peut manipuler un ordinateur de manière extraordinaire que nous n'osons pas. Quelqu'un comme moi, souvent, on a peur de cater. Quand on est en face de ces machines, parce qu'on nous a éduqués dans le sens de, même pour ouvrir le frigo à l'époque, les parents nous disaient, attention, tu vas voir. Voilà, on avait peur de ces objets, alors que nos enfants, à nous, nos petits-enfants, ils touchent ça sans aucun problème et ils y vont.
Donc, on a vraiment changé notre manière de vivre, notre rapport à l'extérieur, notre rapport aux objets et notre rapport entre hommes, entre nous, entre les hommes. Donc, tout a changé. Et sur ce plan-là, c'est normal qu'il y ait de nouvelles règles. C'est normal qu'il y ait de nouvelles manières de faire. C'est normal qu'il y ait de nouvelles manières de vivre. Les règles de droit qui m'intéressent moi personnellement aujourd'hui, elles ont été très vite dépassées. Très, très vite. Très, très vite. Et je me rappelle quand je faisais cours à l'époque, je faisais un cours de droit bancaire. Et souvent, je disais à mes étudiants, on a des définitions que le droit donne et qui aujourd'hui ne tiennent plus. Et je leur racontais l'histoire de ce monsieur qui a été l'un des premiers à utiliser les guichets automatiques de banque. J'étais étudiant en France et on lui avait donné une carte. Il met la carte dans un guichet et il a de l'argent. Mais le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa carte, il a fait dans un week-end le tour des guichets automatiques de la région. Il a eu de l'argent, il est venu le lundi, on le convoque, il dit, mais c'est vous qui m'avez donné. Et la banque avait du mal à qualifier. On dit, c'est du vol. Il dit, non, ce n'est pas du vol. Le vol, ce que nous disions comme vol à l'époque, les juristes, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Mais là, ce n'est pas de la fraude, c'est vous qui m'avez donné la carte. Vous m'avez donné, voilà. Donc, pour vous dire qu'on a eu d'énormes difficultés. Bon, aujourd'hui, on maîtrise un peu mieux. Hein. Je rigole, mais vraiment, on maîtrise un peu mieux. Et pour rebondir juste un tout petit peu sur ce que disait tout à l'heure le ministre d'État concernant les avances du Sénégal, je crois que nous n'en profitons pas trop. Nous ne prenons pas souvent les opportunités que nous avons. Je me suis intéressé trop tôt à la régulation et je vous assure que le Sénégal a eu une réglementation sur la régulation qui a dépassé de loin ce que les Européens pouvaient faire. Et donc, notre loi est datée de 2002. Et c'est seulement maintenant que la France, qui nous inspire généralement, se met à essayer de mettre en place une loi globale sur la régulation. Alors que nous, on avait en 2002 une loi portant cadre de régulation des entreprises concessionnaires de services publics. Et donc, toutes les entreprises en réseau, tous les secteurs en réseau pouvaient relever de cette loi-là. Ce n'est pas seulement les télécoms, mais tout, l'électricité et tout cela. Donc, nous étions en avance. Aujourd'hui, on ne les saisit pas trop bien, ces avances. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le débat nous aidera à faire en sorte que nos décideurs puissent mieux prendre en compte ce que l'université propose généralement. C'est vrai qu'on nous prend pour des rêveurs, n'est-ce pas, Alex? On est souvent en avance sur la société, mais quand on parle, il faudrait qu'on nous écoute un peu mieux pour qu'on sache comment saisir ces opportunités. C'est ce que je peux dire pour l'instant, en me réjouissant de tout ce qui a été déjà dit et qui est très, très bénéfique, en tout cas pour moi. Merci. Merci, professeur Abdoulaye Sango. Aïssatou Dieng Diop. Merci. Moi, je pense qu'il faut qu'on salue le courage du ministre Alassane Dali Ndiaye d'avoir, dès le départ, numérisé le réseau des télécommunications pour préparer la venue des services nouveaux. Et aussi d'être le pionnier des câbles sous-marins, parce que bon, le Sénégal, comme il dit, est toujours en avance, parce que dans la région, c'était le Sénégal et le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Et ce réseau de câbles sous-marins nous a permis de contenir l'évolution des services Internet par la mise en place de câbles sous-marins à fibre optique, qui a apporté donc de la capacité, mais qui a apporté aussi le haut débit. Merci beaucoup Aïssatou. Mor Ndiaye Mbaye. Est-ce que Mor Ndiaye Mbaye est toujours là? En attendant qu'on revienne vers... Oui, Mor Ndiaye Mbaye. Oui, merci Ousmane. Je pense qu'à la suite de mes prédécesseurs sur cet aspect de l'évolution, il est extrêmement important. Quand on a eu la chance d'avoir été là à la naissance de cette technologie et d'avoir suivi toute l'évolution qu'il y a eu, aussi bien au niveau de l'infrastructure, de la bande passante, de tout ce qui a été fait comme travail, comme innovation dans ce secteur-là. On en parlait tantôt de la grande vision de M. le ministre d'État qui a très tôt compris les enjeux et de manière très prospective qui s'est inscrit dans une numérisation du secteur. Nous avons donc, on peut vraiment mesurer à sa juste valeur tous les pas que nous avons eu à franchir jusque-là, partant de la naissance d'Internet jusqu'à nos jours.
tant sur l'infrastructure, comme je l'ai dit, que sur les technologies qui sont utilisées pour développer des contenus et les mettre à la disposition de tout le monde, des personnes. Je vois comment nous, on peinait déjà quand on travaillait sur ce premier site web dont je parlais tout à l'heure avec l'outil CodeFusion dans sa première version pour développer le site qu'on avait à mettre en place, mais également pour mettre des bases de données en ligne. C'était extrêmement compliqué à l'époque. Et maintenant, on voit comment toutes ces technologies-là ont été démocratisées. Et à la limite même, j'allais dire, je ne trouve pas le vrai mot, mais à la limite, c'est mis à la portée de tout le monde, avec des outils de développement de plus en plus performants, de plus en plus intuitifs, mais qui profitent aujourd'hui de toute l'infrastructure, de toute la puissance de l'infrastructure qui a été bâtie. Donc là, on est vraiment très, très impressionné si on fait un feedback et qu'on fait une sorte de comparaison de ce qu'on avait l'habitude de faire et comment on le faisait et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça introduit maintenant toutes les nouvelles problématiques qui sont adressées en termes de nécessité de réguler ce secteur, de réguler surtout les contenus. Oui. Je disais que la régulation, dans un article que j'avais écrit là-dessus, devrait aujourd'hui quitter ces chantiers battus des infrastructures pour migrer vers les services. Aujourd'hui, on doit davantage nous concentrer sur l'aspect régulation des services, régulation des contenus. Je pense que le professeur Sakho a une pertinence à ce niveau-là avec ses compères pour nous aider à mettre en place un cadre régulatoire de tous ces aspects-là pour que l'on puisse bénéficier au maximum des avantages d'Internet et nous prémunir, surtout protéger nos enfants et les populations des travers de ce puissant et de cet important réseau. Merci. Merci beaucoup, Mor Ndiaye Mbaye. J'ai voulu que les aspects techniques viennent un peu, disons... Après, mais je vois que c'est compliqué parce que je suis rentré dans mon propre piège. Façon de parler, je suis tombé dans un piège qui n'était pas le mien au départ parce que je reçois des techniciens pour la plupart, donc je comprends parfaitement. Parlons d'abord des aspects techniques, après on revient vers les aspects éthiques et déontologiques. Dernier tour de table sur les aspects techniques. La question est adressée à M. le ministre Alassane Dialy Ndiaye, fondateur et premier DG de Sonatel. Monsieur le ministre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire comme amélioration dans la poursuite un peu des efforts déjà réalisés en termes de développement d'Internet au Sénégal? Oui, vous savez, Internet évolue et va évoluer très vite parce que jusqu'à présent, quand on parle d'Internet, on parle beaucoup de messagerie, de communication, etc. Enfin, on reviendra là-dessus. Mais il y a maintenant l'avènement d'Internet des objets, IoT, comme on dit de façon internationale, pour utiliser le langage international. Parce que maintenant, il y a une nouvelle version, et les techniciens savent de quoi je parle. La nouvelle version d'Internet, c'est le fameux Internet IPv6 qui permet un nombre, pas incalculable, mais énorme, de possibilités d'adressage. Pour parler très vite, de l'ordre de 2 puissance 128, ce qui fait, je ne sais pas, 3,4 10 puissance 25 possibilités d'adressage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça ouvre la possibilité de suivre des objets, que ce soit des objets mobiles comme les bateaux ou les voitures, que ce soit à partir de sa maison, être capable, si on est commerçant par exemple, de voir ce qui se passe la nuit dans son magasin ou même chez nous, de suivre sa voiture, de mettre des puces qui permettent de suivre sa voiture. Enfin, un ensemble de choses qui ouvrent des possibilités absolument énormes de surveillance, de communication. C'est vraiment un monde nouveau qui s'ouvre et il faut qu'on s'adapte. Je suis sûr que le Sénégal va s'adapter très vite à cela. Internet, c'est pas seulement
je répète, les messages, oui. Mais ça va être de plus en plus aussi les objets. Et ça, c'est un élément fondamental dont il faut tenir compte. Pour nous, surtout, nous, Sénégalais, qui sommes un pays maritime, on doit surveiller les bateaux, enfin les pirogues, etc., etc. Donc, ça ouvre des possibilités énormes sur ce plan-là. Et bien d'autres encore que je ne peux pas développer parce que je ne dispose pas assez de temps. Donc, voilà. En tout cas, c'est un avenir grandiose. Maintenant, le problème pour nous, oui. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que les Sénégalais doivent se préparer à ça. Quand je dis les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, il faut qu'on ait de plus en plus d'experts en matière d'Internet, en matière de technologie numérique. De plus en plus. Et il faut qu'on donne un peu plus de priorité à l'enseignement des sciences et de la technologie dans ces pays-là. Parce que les pays qui prennent le devant, que ce soit les États-Unis et ensuite la Chine, ce sont des pays qui ont donné la priorité à l'éducation scientifique, à l'enseignement scientifique. Et il est peut-être temps au Sénégal qu'on donne ces priorités-là. Parce que je passe mon temps à me plaindre, je dis, d'année en année, on se rend compte que le nombre de bacheliers scientifiques diminue dans ce pays-là. Il y a moins de 30% de bacheliers scientifiques au Sénégal. Ça, ce n'est pas normal. Et si ça continue, on sera très, très mal préparé au monde qui s'annonce, au monde qui vient. Le monde qui vient, c'est un monde de la connaissance. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Alassane Diallo Ndiaye. Je m'en vais à présent parler de régulation d'Internet au Sénégal, en démarrant par quelqu'un qui n'a pas pris la parole depuis un bon moment, parce que c'est des va-et-vient sur Zoom avec sûrement des problèmes de connexion. Alex Corentin, en ligne de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alex Corentin, on parle beaucoup de régulation actuellement, d'autres parlent de dérive. J'ai animé dans le cadre de ces sessions des après-midi de la tech un spécial numéro qui parlait de régulation, où quelqu'un disait on nous parle beaucoup de dérives sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, et en même temps, il n'y a pas eu une étude qui documente tout cela pour nous dire où est-ce qu'on en est. Je pose à présent ma question. En allant vers un projet pour réguler Internet au Sénégal, est-ce qu'on ne va pas très vite? Est-ce qu'on n'est pas trop pris par l'émotion? Merci. Je vais essayer de faire un parallélisme des formes peut-être pour aborder cette notion de la régulation. Je pense que je parle en présence du professeur Sakho qui pourra me dire que ce qui est intéressant, c'est que la technologie est de loin en avance au droit. Le droit a toujours de grandes longueurs de retard. Et on est en train de vivre encore une nouvelle fois avec ces technologies. On commence à avoir exactement encore les mêmes paradigmes qui conduisent à des constats de fait qu'il faut rattraper. On est en fait dans un constant rattrapage. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'Internet, avec cette convergence technologique qui permet aujourd'hui d'avoir un média qui supporte pratiquement tout ce qui était échange, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques années quand la télévision est apparue. C'est aussi au début, quand l'apparition de la presse, quand il y a eu à un moment donné, la presse est apparue, on a vu qu'elle avait peut-être des dérives, ça a été corrigé, on a eu le code de la presse. De la même façon, la télévision est arrivée, elle a eu des dérives, on a créé le CNRA. Mais aujourd'hui, on est dans cette réflexion et je pense qu'on est dans les sociétés dynamiques, je pense qu'on arrivera à réguler. Mais encore, il faudrait dire ce qu'on régule, comment le réguler, quel est l'impact du droit. Je pense que là, c'est ça. Le professeur Sakho est beaucoup peut-être mieux que moi à répondre. Mais je pense que justement, cette nécessité de régulation, elle transparaît par rapport aux dérives, elle transparaît par rapport aux usages. Mais je pense que cela part quand même d'un fait. On met des technologies à la disposition des personnes, mais je crois qu'il faut leur apprendre à conduire. Et quand on fait des autoroutes, il faut qu'on apprenne à dire qu'il y a une manière de circuler sur l'autoroute qui est différente que celle sur les routes nationales. Je crois qu'on est en train de mettre en place des possibilités technologiques relativement avancées, mais on oublie de pouvoir justement apprendre les gens à les utiliser pour le mieux. Et je pense que c'est là le paradigme qu'on a, c'est qu'il faut déjà que les gens l'utilisent bien, qu'ils comprennent ce que c'est, que les réseaux sociaux ont quand même de bons côtés. Il n'y a pas que les mauvais côtés. Il ne faut pas qu'on regarde les trains qui n'arrivent pas, mais je pense il faut qu'on puisse commencer aussi à parler des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire des usages qui sont corrects, qui permettent réellement de valoriser ces technologies plutôt que celles qui sont néfastes.
je crois que si on faisait la balance, on s'apercevrait bien vite que le positif est de loin supérieur au négatif. Mais c'est l'ère du temps. Donc, il faudra bien qu'on arrive à mettre en place, je ne sais pas comment on va l'appeler, Conseil national de régulation de l'Internet, qu'on va confier au professeur Sakho. Merci. Oui, ça fait une bonne transition. Professeur, vous pouvez garder la parole. Vous pensez que c'est pertinent d'aller vers une régulation d'Internet avec l'ampleur, comme le disent certains, de certaines dérives? C'est plus que pertinent. Parce que la régulation, si on la prend, elle consiste à quoi en réalité? Si on veut, les techniciens sont mieux armés pour parler de régulation. C'est plus dans les sciences exactes qu'on parlait de régulation, en mécanique, dans les sciences thermiques et tout cela, que chez nous, les sciences sociales, on a pris le terme un peu tard. La régulation, elle consiste à voir dans un système complexe, essayer de faire en sorte que on puisse prévenir des déséquilibres. Et deuxièmement, si les déséquilibres arrivent, qu'on puisse les corriger. C'est ça l'idée de réguler. C'est en fait cela. Alors sur ce plan-là, je crois qu'Alex a tout à fait raison de dire qu'il faut que, effectivement, non seulement on parle de ce qui ne marche pas, généralement, ça c'est presque inhérent à la nature humaine que de mettre l'accent sur ce qui ne marche pas, mais aussi de mettre l'accent sur ce qui marche. Et c'est là où peut-être ça nous aidera à trouver une stratégie pour réguler Internet. Est-ce qu'il faudra se dire qu'on va réguler et créer un conseil de régulation pour Internet tout seul? Je ne suis pas sûr. Et c'est là où je crois qu'il y a une approche peut-être un peu plus englobante à avoir du numérique. Quand c'est arrivé, quand les Gorgui Touré et tout ça ont travaillé sur les premiers sur ces questions de technologie, à l'époque, on parlait de télécommunications. Et c'était normal. Et on s'organisait pour que même dans le travail gouvernemental, il y ait un secteur et un ministère qui est consacré aux télécommunications. Et mieux, nous on disait NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Et c'est sur ça qu'on doit mettre l'accent, pour nous permettre peut-être de mieux appréhender ce que nous sommes en train de vivre. C'est que le numérique, là, ce n'est plus du tout un secteur d'activité. C'est la forme d'exercice de l'économie contemporaine. Moi, c'est comme ça que je l'appréhende. Avant, on avait un ministère des télécoms. Ça peut marcher encore, parce que les télécoms, on l'avait considéré comme un secteur d'activité économique. Oui. Un outil. Mais aujourd'hui, ce secteur d'activité économique et l'outil qu'il utilise, c'est cela qui fonde le mode de fonctionnement de nos rapports sociaux. Partout. Vous allez dans la santé, c'est numérisé. L'éducation, c'est numérisé. Même le sport, quand on le regarde, c'est numérisé avec le sport qui se regarde aujourd'hui à distance. On utilise les instruments de télévision, comme on dit, voire à distance. Tout cela est numérisé. Alors, je crois qu'il est temps qu'on s'organise dans nos différents gouvernements. C'est bien de mettre le ministère du numérique. Le ministère du numérique, si on le met, je crois que c'est le ministère, aujourd'hui, celui-là, de l'économie. Parce que l'économie, la forme d'exercice de l'économie contemporaine, c'est le numérique. Oui. Mais on a continué à vivre comme si c'était un secteur d'activité. Donc, c'est le premier point sur lequel il faut peut-être se pencher. Qu'on se mette d'accord et on avancera. Deuxième point, pour terminer, c'est que cette forme d'exercice de l'activité économique crée de nouveaux acteurs économiques. Et ces nouveaux acteurs économiques, il faut les prendre en charge. J'ai un souvenir encore, cette pauvre entreprise Wari, qui a eu d'énormes difficultés avec la Banque centrale. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui reposait sur ce qu'on appelle le transfert d'argent, sur la monnaie. Or, dans notre réglementation ancienne, la monnaie et les finances, c'est du monopole, c'est le monopole bancaire. Et c'est la Banque centrale qui doit le faire. Lui, il utilise le numérique pour faire ses opérations. On lui dit qu'il faut venir trouver un agrément. Ça pose des problèmes. Et c'est là où je suis d'accord avec Alex quand il dit que le droit est toujours en retard. Il y a d'autres pays où ce ne sont pas où les banques sont allées chercher des licences de téléphonie dans d'autres pays, en Afrique de l'Est. C'est les banques qui sont allées chercher. Ici, on demande aux opérateurs du numérique d'aller chercher un agrément bancaire. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse également, et c'est ça les bases de la régulation. Enfin, la nouvelle forme de régulation qu'on appelle, celle-là, il faudra qu'elle considère que le numérique, c'est aujourd'hui autre chose qu'un seul secteur, et que, d'autre part, il y a de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs-là, on les appelle de manière ramassée start-up, mais ces start-up, c'est elles qui font fonctionner le monde aujourd'hui et qui nous ont aidé peut-être à prendre en charge la plupart de nos jeunes qui sont là. Vous créez une entreprise, vous avez envie de fonctionner,
La réglementation ancienne sur la concurrence, sur les autorisations d'exercer, va vous dire non, 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 on ne vous avait pas prévu, donc vous ne pouvez pas y aller. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de réglementation? Encore une fois, Ousmane, j'ai terminé avec, c'est juste, il y a une stratégie que l'on expérimente, et cette stratégie qu'on a pris, vous savez d'où? On l'a pris de chez les médecins, chez les pharmaciens. Un nouveau médicament qui arrive, on l'expérimente. On l'expérimente et une fois qu'on l'a bien expérimenté, on va le mettre sur le marché avec les autorisations de mise sur le marché, les AMM comme ils disent. Aujourd'hui, on a des vaccins. C'est vrai que pour le Covid, pendant très longtemps, on se disait qu'on ne peut pas faire un vaccin en 5 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en moins d'1 an, on a sorti des vaccins. Il y a eu peut-être des choses qui ont marché, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est certaine, on a expérimenté et après, on est... Et c'est ça la phase d'essai clinique sur l'homme de ces médicaments. Exactement la même démarche aurait pu être faite sur ces nouveaux acteurs économiques-là en leur disant, écoutez, on va vous donner une phase d'expérimentation. Si ça marche, on va généraliser. Mais chez nous, on a la tendance à interdire tout de suite. Non, 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 ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas que ça marche. Les entreprises de transfert d'argent, ils sont en train de faire du blanchiment. Ils sont en train de ceci, cela. Or, la réglementation bancaire, elle date de Mathusalem. Donc, il y a quelque chose qui est là, qu'il faut essayer d'articuler. Et c'est cela, la régulation. S'il y avait un bon régulateur, il aurait pu peut-être faire tout ce qu'il faut dans ce sens-là. Voilà un peu ce que je voulais dire dans ce sens de la régulation, en m'excusant si j'ai été un tout petit peu long. Vous avez été très court, hein, professeur Abdoulaye Sakho. Merci beaucoup, tellement c'est important et tellement, évidemment, on n'a pas envie que vous arrêtiez parce que ce sont des questions de régulation qui nous regardent tous, mais vous avez également raison d'estimer que parfois c'est compliqué, on a envie d'avancer chez nous dans nos pays, mais le droit freine des quatre fers ou plutôt les institutions parce que peut-être qu'on a peur du changement. Un regard de Aïssatou Diène Diop, Madame Diop, sur cette question de régulation, vous pensez qu'on doit y aller? Ah oui, absolument, parce que bon, aujourd'hui, il y a des services nouveaux qui arrivent sur le marché et rien n'est fait du point de vue réglementaire. Et le cadre réglementaire et législatif n'est pas défini, notamment au niveau des contenus. On voit pas mal de startups qui sont en train de développer par-ci, par-là des contenus, mais rien n'est défini. Et je pense qu'il faut maintenant trouver une solution pour pouvoir mettre en place une structure qui peut adapter et en permanence la réglementation, surtout les nouveaux services qui vont venir, tels que donc l'Internet des objets, oui, qui est donc intelligence artificielle. Tout ça, c'est des services qui vont venir. Il faut qu'on puisse mettre en place ces aspects réglementaires-là rapidement. Merci. Merci beaucoup, Pape Gorgui Touré, à Genève. Oui, merci Ousmane. Je pense que cette dimension holistique de la régulation ne doit pas trop nous faire peur parce que donc, il faut surtout s'assurer que nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Si on demande à un régulateur aujourd'hui donc de réguler tout le numérique, on lui demande de réguler toute l'activité humaine, pour ainsi dire, ce qui est au-dessus donc de ses forces. Il y a deux choses, donc en fait, une ligne de démarcation qui me paraît importante si on veut sauver ce qui peut l'être pour l'instant. L'aspect télécommunication donc du numérique restera toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons un cas concret, prenons la Sonatel, oui, qui à l'origine est une société de télécommunication, mais qui se lance dans le banking, etc. Il est important, me semble-t-il, à un moment donné, de distinguer en réalité donc ceux qui sont les transporteurs de l'information de ceux qui sont les créateurs donc des usages et des applications. Parce que moi, je peux avoir une application de médecine. Donc, il faut que je sois régulé avec la médecine. Pas comme transporteur d'informations.
Et ceci me paraît important. Et aujourd'hui, cela nous pose d'énormes problèmes. Je prends un exemple encore concret. J'ai vu récemment qu'on a eu à donner des licences à des MVNO, comme s'ils étaient des opérateurs de télécommunications. Alors qu'un MVNO n'est pas du tout un opérateur, enfin c'est un opérateur virtuel, on l'a utilisé comme ça. Le mot est malvenu, j'ai déjà eu l'occasion de défendre ça ici au niveau de l'UIT. Ce sont simplement donc ils commercialisent un produit. Ils ne le fabriquent pas, ils ne le transportent pas, ils le commercialisent. Donc, il faut que ceux qui commercialisent soient régulés comme des commerçants et ceux qui transportent soient régulés comme des transporteurs. Maintenant, entre les deux, il y a le wholesale. C'est-à-dire que moi, je transporte donc l'information, je transporte vos informations, j'ai investi pour cela, voilà ce que cela me coûte. Si vous devez utiliser donc mon infrastructure pour pouvoir développer vos applications, voilà à quel prix je vous les facture. Et vous mettez maintenant donc votre supplément pour pouvoir développer votre activité selon la spécificité donc de celle-ci. Si c'est de la médecine, si c'est de l'agriculture, si c'est autre chose, bon, les spécialistes de ces domaines-là doivent pouvoir s'épanouir réellement donc dans leur discipline et faire en sorte que la discipline, de façon cohérente, quel que soit au demeurant les moyens qui sont utilisés pour la livrer, que cette discipline-là soit bien régulée là où elle doit l'être. Si c'est de la médecine, il ne faut pas que ce soit donc l'autorégulation des télécoms du Sénégal qui régule donc la façon dont la médecine est livrée à travers l'Internet. Ça serait un peu trop pour elle. Donc cette dichotomie entre le transport et les usages. Parce que donc le transport existera toujours, donc les usages continuent à se développer de façon extraordinaire. Même le transport évolue. Bon, donc je ne vais pas encore parler de toutes les générations, y compris donc la 5G dont Monsieur le ministre déjà vient de parler. Mais même du point de vue des réseaux, la préparation donc du pays est absolument essentielle. Et donc si on parle, je sais que donc en fait on a rué un peu sur la 4G à un moment donné. Oui. Surtout donc qu'on ne commette pas la même erreur. Et je pèse mes mots vraiment donc avec la 5G. On évite de demander encore aux opérateurs de soumissionner pour des licences 5G. J'espère que ce n'est pas encore fait parce que donc c'est juste donc un protocole supplémentaire, donc des bandes de fréquences supplémentaires, qu'on vende les bandes de fréquences à ceux qui veulent les acheter. Mais quand je parle de la nécessité d'être prêt, c'est que donc la 5G, c'est Internet of Things, comme l'a dit M. le ministre d'État. Bon, alors donc si on doit faire de l'Internet of Things, il faut qu'on règle d'abord donc le problème des coupures de courant. Parce que donc, si les équipements doivent communiquer automatiquement entre eux, et ainsi de suite, ben, il faut qu'ils soient alimentés. Donc, il y a beaucoup de choses, des préalables qu'il faut absolument régler. La question de l'éducation, pour moi, est essentielle, fondamentale. On a parlé tout de suite donc, de ceux qui peuvent arriver jusqu'au bac. Mais l'économie donc, du pays, en réalité, sera faite ici, donc là où je suis. Bon, je me considère là maintenant en France. Donc là, en France, ce qui fait l'économie, c'est pas les bac plus 5. Si on prend donc tout ce qu'on paye comme impôts, etc., c'est une partie. Mais ceux qui font l'essentiel donc des rentrées fiscales de l'État français, c'est ceux qui sont entre BEPC et les bac plus 2, qui peuvent être agriculteurs, artisans, qui peuvent être musiciens ou autre chose, artistes, enfin tout ce que l'on veut. Et nous, le système d'éducation que nous avons aujourd'hui, la façon dont donc, l'enseignement est prodigué n'encourage pas donc, au développement des usages. Parce que donc, il faut que toutes ces technologies-là, toutes ces applications puissent trouver des utilisateurs. Si on numérise toutes
l'administration et que les administrés ne peuvent pas accéder au clavier parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'un A, ils sont illettrés ou analphabètes, mais les usages ne vont pas suivre. Et je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu donc à la Constitution modifiée et qu'on regarde les dispositions de l'article 2 de la Constitution et qu'on sache que donc si on met en œuvre ces dispositions-là et même en les améliorant, donc il est possible d'anticiper l'arrivée massive de ces technologies et être prêt donc à donc les approprier complètement pour pouvoir soutenir le développement du pays. Mais si on ne fait pas ça, donc on aura encore comme les aspects juridiques, ces aspects-là, l'aspect de l'utilisation aussi sera très, très, très en retard. Merci. Merci Pape Gorgui Touré. Ça fait plaisir quand vous soulevez les aspects juridiques. On a le professeur Abdoulaye Sakho. J'hésite un peu parce que je pensais aussi en même temps au professeur Abdullah Cissé, voilà, professeur Abdullah Cissé qui nous dit on est aussi à l'heure des e-citoyens. Mais qu'est-ce qu'en dit notre Constitution? L'État reconnaît-il les e-citoyens? Je vais vous dire d'un point de vue juridique. On va redonner la parole tout à l'heure au professeur Abdullah Sakho là-dessus. Mais pour continuer mon tour de table, je donne à présent la parole à Mor Ndiaye Mbaye sur cet aspect régulation, Mor Ndiaye Mbaye. Merci Ousmane. Je reviens un peu sur ce sujet que j'ai brossé tout à l'heure. Oui, mais c'est important, oui. Oui, avoir les interventions qu'on vient de suivre, on mesure toute la... Désolé, ça vous perturbe, ça vous perturbe un peu, mais je fais exprès de faire un partage d'écran des différentes questions et interpellations que j'ai reçues voilà, dans mon mail, comme ça peut aussi nourrir la réflexion. Façon de penser aussi à ce beau public qui nous accompagne et qui s'intéresse un peu à ce que nous faisons. Poursuivez, Mor Ndiaye Mbaye. Merci, ils font partie aussi du débat. Merci. Tout à fait. Donc, je disais que, voilà, on a mis le doigt sur l'importance de la régulation. On serait tenté de dire que tout est question de régulation. Parce que, comme il a été soulevé dans les différentes interventions, je pense qu'il est extrêmement important que le régulateur puisse jouer son véritable rôle de sauvegarde des intérêts, de préservation des intérêts des différents acteurs. Et quand je parle de ça, ce n'est pas seulement les acteurs au niveau concurrentiel, mais il y a également l'État, il y a également les usagers qui sont là. Et tout ce beau monde de régulateurs doit être à équidistance de tous et s'assurer que les intérêts, vraiment sous toutes les dimensions de ce mot intérêt-là, sont sauvegardés pleinement. Et ça, c'est une tâche qui n'est pas du tout facile, sans vouloir décharger un peu le régulateur. Le régulateur, il est là pour appliquer une réglementation. Réglementation qui doit être prise par ailleurs. C'est vrai que le régulateur a son mot à dire. Tous les acteurs ont leur mot à dire quand il s'agit d'élaborer, de mettre en place une nouvelle réglementation. Mais le problème est à ce niveau-là, au niveau de la réglementation, c'est que nous sommes, en termes de réglementation, en retard sur les avancées technologiques. Et c'est une caractéristique essentielle de notre secteur. C'est un secteur où les avancées technologiques vont à grande vitesse et prennent toujours le pas sur la réglementation. Et quand on sait que dans nos pays, ce qui est le plus difficile, c'est de faire adopter une loi. C'est de mettre les textes d'application de la loi et de les mettre en œuvre. On a vu un code des télécommunications élaboré en 2011 et qui, jusqu'à ce qu'on change ce code en 2018 pour mettre en place le code de communication électronique n'avait pas encore son décret d'application. Moi-même, j'ai eu à peiner là-dessus pour mettre en œuvre certains aspects parce qu'il n'y avait pas de décret d'application. Il a fallu aller reprendre le décret d'application qui était pris, qui était un seul, pour le scinder et faire des décrets sectoriels pour pouvoir faire mon travail. C'était au niveau du contrôle des communications électroniques. Je crois que donc l'aspect le plus difficile, c'est ça, c'est de
d'avoir une réglementation qui va au rythme des avancées technologiques. Parce que la réglementation, c'est difficile qu'elle soit aussi prospective et qu'elle prévoit tous les cas de figure. Et souvent, donc, c'est la technologie qui est là. Et la réglementation suit. Il faut maintenant adapter la réglementation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours là avec les décideurs politiques pour mettre en place ces réglementations-là. Tout est question de régulation. Tantôt, le professeur a parlé, il a fait une allusion avec l'aspect médecine, où on peut, dans le domaine de la médecine, où il faut faire des autorisations. On teste d'abord, on teste d'abord. Il faut faire des autorisations, tester, et après, le temps qu'on teste, on élabore le texte et on met en œuvre et ça va vite. Je crois Sauf que la technologie ne nous attend pas, comme on dit. Hein? Mais absolument, c'est quelque chose à expérimenter. Il faut vraiment développer, faire le plaidoyer pour que l'on puisse adopter cette approche-là et pouvoir suivre les avancées technologiques au niveau de la réglementation. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est question de service. L'infrastructure aujourd'hui est vue comme un service. Dans le cloud computing, on parle d'infrastructure as a service, plateforme as a service. Tout est vu comme un service. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'avoir des infrastructures conséquentes, mettre les leviers régulatoires de partage de ces infrastructures-là et de mutualisation de ces infrastructures et maintenant laisser les génies venir développer les services au-dessus de ces infrastructures et faire évoluer le secteur. Merci Mor Ndiaye Mbaye. En parlant de cette révolution technologique qui précède, qui devance toujours le droit, ça nous fait penser un peu à la stratégie Sénégal numérique 2025. 2025, c'est pour bientôt. Beaucoup de choses ont été réalisées. Beaucoup d'autres ne l'ont pas été. Et malheureusement, évidemment, la technologie va très vite. Question à Alassane Diallo Ndiaye, que je prends des contributions de nos généreux spectateurs. Quels sont les défis majeurs auxquels l'Afrique devra faire face, pour corriger un peu, et quels sont ces défis-là, et puis comment l'Afrique doit se préparer au changement technologique au pluriel? Oui, je ne sais pas si vous voyez là. On voit très bien. Bon, ce que je voudrais dire, vous savez, dans cette assemblée-là, je suis probablement le doyen, le plus vieux. Mais ce qui m'a le moins jeune. Ce qui m'a toujours caractérisé, comme le dirait Madame Diop ou M. Gorgui Touré qui me connaissent, c'est d'être toujours iconoclaste, de ne pas suivre toujours la masse. Ce que j'essaie d'identifier dans tout ce qu'on dit dans les débats, l'élément qui permet à notre pays d'avancer. Je pense, je reviens dans les années 1978. En 1978, dans le cadre du Conseil national de l'audiovisuel, dont j'étais membre à l'époque, le président Abdou Diouf, qui était à l'époque Premier ministre, m'avait demandé, parce que j'avais fait un exposé sur la télévision future, parce que j'avais quand même des éléments qui me permettaient de savoir comment serait la télévision dans les années à venir, 80-90. Et j'avais fait un rapport que j'avais lu dans le cadre du Conseil national de l'audiovisuel, et l'assistante avait insisté sur les problèmes surtout de censure. Ce à quoi j'ai répondu, je dis, maintenant vous censurez, vous allez dire, on passe tel programme à la télé, tel autre, mais bientôt, il y a un système de télévision qui va venir directement des satellites, tomber sur les utilisateurs. Vous ne pourrez plus censurer ce système-là. Je dis, la seule censure qui vaille dans un pays, c'est d'aider les jeunes, les citoyens à avoir un esprit critique. L'éducation. Ensuite, pour moi, c'est au niveau de l'esprit. On doit former de véritables citoyens. C'est pour ça que j'insiste particulièrement dans ce monde à venir sur la nécessité de mettre en avant, de donner la priorité des priorités à l'éducation, à la formation d'esprit critique. Bah, vous savez, Internet actuellement, il y a des gens qui essayent, il y a un certain nombre de pays qui essaient de censurer Internet. Bah, c'est extrêmement difficile. Il faut développer des moyens énormes. Vous avez, autour du débat, j'ai entendu dire aussi que le droit est toujours en retard par rapport à la technologie. Ça, c'est
C'est comme ça depuis 40, normal. 4 ou 5 décennies, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça va être de plus en plus comme ça. Et ce que je constate surtout, c'est que, prenez par exemple le cas d'Internet. L'Internet qui va venir. Enfin, je parle surtout des réseaux sociaux. Oui. Dans les réseaux sociaux, il y a un ensemble, il y a beaucoup de gouvernements qui essayent de censurer Internet. Mais il y a très peu de gouvernements, ne parlons pas du nôtre, très peu de gouvernements dans le monde qui ont réellement la possibilité de bloquer, de réguler Internet. Très peu, réellement. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les systèmes vont se développer. Et on va se trouver de plus en plus dans un état qui est décrit par un grand penseur que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui disait les technologies numériques, Internet et d'autres, nous mettent dans une situation particulière actuellement. On a l'impression qu'il a, c'est qu'on est dans un avion. Dans cet avion-là, tout le monde on est tous des passagers. Tous des passagers. Tous les citoyens du monde. Et maintenant, il y a les hôtesses de l'air, les stewards, sont constitués par les hommes politiques. Ça va loin, ça. Les hommes politiques. Et le véritable pilote, ce sont les organisations technologiques. C'est Google et autres, enfin, et l'ensemble des sociétés de technologie de pointe chinoises ou américaines. Ce sont les véritables pilotes. Et les hommes politiques eux-mêmes, ils sont là comme des stewards. Ils se contentent simplement de s'occuper du confort de nous autres passagers. Mais les vrais dirigeants sont ailleurs. Les vrais dirigeants, personne ne les a élus. Personne ne les a élus. Et c'est dans ce monde dangereux dans lequel on est, un monde extrêmement dangereux. Oui. Ça va être de plus en plus difficile de contrôler. Mais pas seulement pour le Sénégal, mais pour même les pays développés, de contrôler le système Internet. Et il faut nous fier à notre esprit. C'est pour ça que je reviens toujours à la formation des esprits. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Oui. Les réseaux sociaux vont être de plus en plus difficiles à contrôler. Extrêmement difficiles. Pas pour le Sénégal. Le Sénégal n'en a pas les moyens, mais pour n'importe quel pays de la planète. Merci. Merci beaucoup, Alassane Diallo Ndiaye. Je sais que c'est un plaidoyer, une position qui, les deux donc, qui vont sûrement faire le bonheur de beaucoup d'acteurs qui tiennent à Internet, qui tiennent à cette liberté qu'offre Internet, mais tout le monde est évidemment conscient que la liberté va avec la responsabilité. C'est important d'allier les deux pour bien vivre dans un monde, dans le monde actuel. Je m'en vais donner la parole à présent au professeur Alex Corentin, d'autant plus que la question sur laquelle je vais l'interpeller parle d'éducation pour parler un peu dans la suite du ministre Alassane Diallo Ndiaye. Question de Mohamed Lamine Thiam, qui est de Orange France, un des fidèles de ces après-midi de la tech. Pourquoi n'intègre-t-on pas l'informatique et l'apprentissage numérique, le codage depuis le primaire ou le secondaire pour essayer de réduire le gap? Est-ce qu'on est suffisamment formé à la 5G, à la 6G et l'intelligence artificielle? Bon, restons d'abord sur le numérique au primaire surtout. Alex Corentin, votre regard là-dessus? Je crois que c'est ce que disait tout à l'heure aussi le ministre d'État. Bon, déjà, la question a deux aspects. Le premier aspect, parce que l'éducation nationale est quand même une structure d'État qui est extrêmement lourde à faire. Alex Corentin, vous avez quelques soucis, Alex Corentin? Alex Corentin, vous avez quelques soucis. Le temps de les régler, je donne la parole à Mme Diop Aïssatou Dian sur la même question. Après, on vous revient. Mme Diop, vous nous entendez? Allô? Oui. Alors, vous pensez quoi de ce plaidoyer de Mohamed Lamine Thiam d'Orange France qui estime que l'apprentissage du numérique, on doit l'introduire dès le primaire avec disons, un maximum de qualité? Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne option?
Oui, c'est une bonne option, mais je pense que le primaire, c'est déjà un peu tôt. Oui. Mais du point de vue des programmes de formation pour le secondaire, c'est intéressant de former donc les gens sur Internet, les usages, les réseaux sociaux surtout, leurs avantages. Madame Diop? Oui. Oui, pardon, je vous relance un peu. Vous nous dites que c'est prématuré, que c'est tôt, et pourtant nos enfants, avant même les 1 an, ils manipulent déjà YouTube. Vous en dites quoi? Oui, mais il faut aussi que les parents puissent donc participer à cette formation-là, parce que je me rappelle bien, il y a 1 an, il y avait des femmes qui étaient venues donc me voir pour avoir donc des formations sur Internet et l'utilisation d'Internet, surtout les réseaux sociaux, parce qu'elles se disaient que les enfants étaient en avance sur elles. Donc, elles ne comprenaient pas ce que les enfants faisaient sur les appareils, les ordinateurs ou le téléphone. Souvent, leur téléphone est occupé par les enfants pour accéder aux réseaux sociaux et tout. Et elles ne savent pas ce qu'ils font dans ces réseaux sociaux-là. Et on les avait aidés à mettre un programme de formation parce que elles-mêmes, elles voulaient se former pour pouvoir contrôler. Donc, il faut, c'est vrai, renforcer donc, ces programmes de formation pour les parents aussi, mais aussi mettre en place aussi ces programmes pour l'éducation. Mais je pense que pour les enfants du primaire, je trouve que c'est un peu trop tôt. D'accord, d'accord. Que c'est dans le secondaire, on peut introduire, tout en mettant donc, sensibilisant les enfants sur les avantages, les inconvénients de ce qui est donc les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Madame Diop, Aïssatou Dian. Parlant de coding, de codage, hein, si on veut parler français, j'en profite pour saluer Sonatel Academy avec à sa tête le directeur Daouda Diouf, qui est en même temps le coordinateur de ce Orange Digital Center, et Sonatel Academy, partenaire de ces après-midi de la tech sur le volet infographie avec Binta qui réalise ces belles infographies pour le bonheur de l'écosystème. J'aimerais avoir le regard, et on est presque à la fin de ce panel-là, je le précise en même temps, le regard de Pape Gorgui Touré sur cette introduction du numérique dans nos écoles. Pape Gorgui, vous avez cette chance d'appartenir maintenant, disons-le, vous êtes un citoyen du monde, appartenant à plusieurs mondes, vous avez des éléments de comparaison. Le numérique, dès le primaire, dès le secondaire, ce serait quoi la bonne option selon vous? Oui, merci Ousmane. Bon, je profite pour saluer d'abord Mohamed Lamine Thiam qui a été embauché par Tacticom Africa pendant plusieurs années, là-bas à Dakar, avant de venir faire ses études complétées ici. Il a d'ailleurs été major de sa promotion. Et après cela, donc, il a été retenu par Orange pour les aider donc, à calculer les wholesale. Ah, bravo. C'est un talibé de Pape Gorgui Touré. C'est quelqu'un d'excellent et je peux en témoigner. Oui, merci Pape Gorgui. Et je dois dire maintenant que bon, moi, la question de l'éducation, de façon générale, parce que sans l'éducation, on ne pourra jamais avoir accès au contenu. Parce que les contenus sont le but. Le but, ce n'est pas en fait le codage. Il y aura toujours quelqu'un pour coder. Évidemment, si c'est nous qui codons, nous codons pour satisfaire nos besoins. Mais il faut déjà qu'il y ait des utilisateurs possibles. L'effet de volume qui fera que l'Internet et toutes les applications soient à la portée financière, donc des utilisateurs, cet effet de volume-là est essentiel. Et la question de l'éducation, si je devais faire un choix aujourd'hui d'apprendre aux enfants qui sont au CP, de leur apprendre l'informatique ou de les éduquer donc dans des langues qui sont parlées au marché, je prendrai tout de suite l'éducation dans des langues qui sont parlées au marché. La raison est la suivante. Si vous prenez donc les pays, tous les pays développés sans exception,
Dans tous ces pays, les enfants de cette catégorie-là, du primaire, sont éduqués. Je dis bien éduqués, pas enseignés seulement, éduqués dans des langues qui sont parlées au marché. Ici en Suisse, je repasse la frontière, la Suisse romande, à laquelle j'appartiens ici, donc à Genève, parle français. Donc au marché, à Balexer, là, on parle français. On fait tout dans la ville, donc en français. Si vous allez donc du côté de Lugano, la frontière sud, là-bas, sur les Alpes, côté italien, la Suisse de là-bas, dans les marchés, on parle l'italien. Et les enfants sont éduqués en italien. Si vous allez donc vers Zurich, la Suisse alémanique, là-bas au marché, on parle l'allemand. Et les enfants sont éduqués en allemand. C'est-à-dire donc leur mère comprend donc ce sur quoi. Donc, et ça rejoint un peu ce que disait Aïssa tout de suite. Il est très important donc qu'on pense aux utilisations, aux usages avant de penser à autre chose. Parce que en matière de planification, si on ne planifie pas en fonction des besoins, c'est-à-dire des besoins de consommation, la planification risque d'être de biais. Donc moi, j'ai été très heureux vraiment, donc en farfouillant partout, de voir que la constitution sénégalaise a changé en la matière. Même si le français est encore la langue officielle, mais on prévoit que donc les autres langues puissent être donc des langues d'enseignement et d'éducation. Ça me paraît fondamental. C'est-à-dire si on ne règle pas ce problème-là, si on le règle, je ne dis pas que chacun doit être éduqué dans sa langue maternelle. Bon, moi, si j'avais un choix à faire aujourd'hui, je commencerais donc par le pulaar. Parce qu'il est transversal, il va donc jusqu'au Niger. Au Cameroun, au Tchad. Et c'est ça, exactement. Donc, traitez ça. Donc, on va prendre, évidemment, donc pour le Sénégal, donc on va enseigner en Wolof, mais pourquoi pas en Diola. J'ai vu le travail fantastique qui a été fait par l'Université de Dakar. Et donc, pour les peuples de Bassari. La langue a été écrite quand vous voyez donc qui apprennent la Bible donc en langue bassari, mais c'est fantastique. Mais on peut faire la même chose donc dans les autres exercices. Donc ça, pour moi, si on ne règle pas ce problème d'éducation, on ne réglera jamais le problème de volume et d'usage. Parce que tout le monde se plaint qu'en Afrique, on utilise très peu l'Internet, mais parce que donc en fait, on ne sait pas s'en servir. Parce qu'il faut, dans tous les pays développés, donc ce que je viens de dire sur les langues, qui vous regardez tous les pays maintenant en développement, là où on éduque les enfants dans une langue qui n'est pas parlée au marché, tous ces pays-là sont des pays pauvres, tous sans exception. Nos autorités, et j'ai eu l'occasion de parler de cela donc avec la DIE, ils prennent systématiquement donc l'Estonie comme l'exemple à suivre. Mais en Estonie, donc, ils sont d'ailleurs 1 300 000, très peu, c'est comme le département de Pékin. La langue, c'est l'estonien. Tous les enfants estoniens sont éduqués en estonien. Il n'y a pas d'analphabétisme, donc ils peuvent accéder à tous les contenus. Le gouvernement peut mettre tous les services sur le net et ils y ont accès. Au Sénégal, on est plus de 51% d'analphabétisme. Et ça, c'est un problème. Oui, Pape Gorgui, en fait, je précise, bon, nous avons bien vu la main levée d'Alex Corentin qui revient dans le débat, c'est heureux. Je précise à votre suite que nous avons consacré un panel spécial à l'administration électronique, l'administration comme on l'appelle. Et à cette occasion, nous avions reçu l'ambassadeur estonien en charge de la coopération économique avec l'Afrique à partir de l'Estonie. C'est un panel que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube dont je ferai le partage du lien tout à l'heure. Excellent. Vous allez pouvoir retrouver ce panel à côté d'autres, dont un consacré au wholesale justement avec vous, Pape Gorgui, et un ensemble d'acteurs des panels que nous animons aujourd'hui depuis 10 mois et qui adressent de grosses problématiques de secteur. Mais merci beaucoup, Pape Gorgui Touré. Je vous bouscule un peu, mais c'est amical. En même temps, le temps me bouscule moi aussi. Alex Corentin, un mot sur l'éducation au numérique. Très rapide. Oui, allez-y. Oui. Je rejoins tout à fait l'analyse de Pape Gorgui. Je pense qu'on confond la technologie et les usages.
Parce que apprendre Internet, c'est pas apprendre la 5G. Apprendre la technologie, c'est pas ça. C'est les usages de l'Internet. Aujourd'hui, c'est comme des livres. On trouvera dans toutes les classes des ordinateurs ou des tablettes. Donc, c'est l'usage de ces tablettes, de ces outils qu'il faut plutôt apprendre et non pas se focaliser sur le fait qu'il faut apprendre à coder. Non, ce n'est pas à coder, c'est quel usage on fait des contenus qui sont et des lecteurs pour les lire. Donc, des manuels scolaires, il y aura des gens pour les écrire et d'autres pour les exploiter. Oui. Je pense qu'il ne faut pas qu'on apprenne à des élèves d'écrire des manuels scolaires. Je pense qu'on se trompe un peu de débat. Oui. Le débat, pour moi, c'est comment les outils et les facilités qui sont offertes par les nouvelles technologies et le numérique sont mises à la disposition de l'ensemble des élèves et du cursus scolaire de leur façon pour leur permettre de rester de plein pied dans les évolutions du 21e siècle. Merci. Merci Alex Corentin. Alors, 3 prises de parole pour finir. Dans l'ordre, je démarre par professeur Abdoulaye Sakho, après la parole à Mor Ndiaye Mbaye, et puis on termine en lui faisant cet honneur par le ministre Alassane Diallo Ndiaye. Abdoulaye Sakho. Bonjour Ousmane, oui, je suis là et j'ai suivi avec beaucoup de plaisir. Oui. C'est Abdoulaye, hein? C'est pas Abdullah. Oui, Abdoulaye Sakho. Abdullah, c'est le Cissé, là, de l'autre côté, l'ami de Gorgui Touré, là, les Touré et les Cissé. Moi, c'est Abdoulaye. Voilà. Abdoulaye Sakho, mais on connaît pas. Voilà. C'est la langue qui est un peu fourchée, voilà. C'est mon ami. On a passé le concours de réaction ensemble la même année. Wow. Donc, c'est pour vous dire que ce que m'inspire tout ce débat, c'est d'un côté sur le rôle des autorités publiques. Quand je dis autorités publiques, c'est l'État et les régulateurs. Et de l'autre côté, sur la nécessité de la prise en compte des innovations numériques, dans les deux sens. Le premier, l'État, qui généralement, dans ce genre de secteur, donne à une institution le soin de gérer au quotidien, c'est le régulateur. Je crois que ce régulateur, il faudrait qu'on s'organise pour qu'il ait une capacité d'anticipation. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faudra pas qu'on en fasse un simple applicateur de la règle juridique, parce que la règle juridique, elle est tout le temps en retard. Mais il faudrait qu'on lui donne les moyens, lui, d'anticiper et de faire même de la prospective pour anticiper qu'est-ce que vont être les rapports sociaux sénégalais dans 20 ans. On a dit stratégie Sénégal numérique 2025. Qu'est-ce que ça a sorti du point de vue de nos relations? Je me demande si est-ce qu'ils avaient prévu que, en cette période-là, la quasi-totalité de l'enseignement allait passer par la voie du numérique aujourd'hui, l'enseignement à distance. Je crois qu'ils ne l'avaient pas prévu. Et du coup, on est encore là. Est-ce que les régulateurs vont lui donner ce qu'il faut? Ça, c'est le premier point sur lequel je crois qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on dise quel régulateur et quelle forme de régulation. Ce sont les deux questions. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est aussi une approche à laquelle j'appelle de toutes mes forces et de tous mes voeux. Ce sont ces innovations numériques. Moi, j'ai l'impression qu'on ne donne pas toute leur valeur aux innovations numériques qui proviennent des populations faibles, économiquement faibles de l'Afrique. Oui. Je donne juste un exemple. Les services financiers par téléphone mobile. Regardez comment nous avons, parce que nous sommes dans des situations de faiblesse, révolutionné cette affaire-là. Le téléphone portable, je suis persuadé d'une chose, ce sont les populations africaines qui, parce qu'elles n'ont pas les moyens, ont créé des innovations extraordinaires qui sont en train d'être repris un peu partout dans le monde. Et des études le partage oui. Je vous conforte dans votre position, des études le disent. Absolument. J'en ai utilisé, j'ai utilisé certaines. Le ministère des Affaires étrangères de la France a fait un truc sur ces innovations venues d'Afrique. Oui. Par exemple, je donne juste un exemple. Il y a quelques années, ou je dis même quelques années, peut-être quelques mois, il ne venait à l'idée de personne de dire à quelqu'un en France, écoute, tu es à Bordeaux, moi je suis à Paris, tu es mon frère, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer un crédit? Partage de crédit. C'est inimaginable. Mais nous, on est pauvres, on a créé le partage de crédit. Envoyer de l'argent. Si je prends la réglementation bancaire, vous ne pouvez pas transférer. Il y a des sommes qu'on ne peut pas transférer. Faire des virements de 500 francs CFA, ça c'est inimaginable dans une banque. Aujourd'hui, on transfère cela sans aucun problème par le biais du téléphone portable. Donc, c'est pour vous dire qu'on a changé beaucoup de choses. Et sur ce plan-là, je souhaiterais que les autorités, les décideurs, prennent en compte ces innovations numériques-là qui proviennent de nos populations défavorisées et qui sont de véritables opportunités de croissance
pour nos pays. Au lieu de vouloir toutes les mettre dans des canevas dans lesquels on va avoir la réglementation, la bonne réglementation, comme on dit, faire comme en France, comme à Genève, comme un peu partout. Non, qu'on regarde ce que nous faisons, et c'est là où l'éducation, elle est intéressante. Parce que si on nous donne quelque chose par le biais de nos langues, on n'aura peut-être pas besoin d'assimiler ce que les élèves font. Tu fonctionnes en fonction de tes besoins. Et nous, parce que nous avons besoin, même en marketing, si vous regardez les emballages, aujourd'hui, des entreprises multinationales comme Nestlé, ils font des petits sticks, les sticks. Mais les sticks, je peux parler wolof, ça vient des mousses au café. Les mousses au café que l'on vendait dans les boutiques à 5 francs. Ils ont créé des sticks parce que pour répondre aux besoins de ce marché. C'est ce que je voulais dire en te félicitant encore une fois, Ousmane, et en disant à tous ceux qui sont sur ce plateau que j'étais vraiment très, très content de partager le plateau avec eux. Monsieur le ministre Alassane Diagne, je crois qu'on ne se connaît pas, mais vraiment, j'ai été très heureux de vous écouter. Et comme je l'ai fait lors des 60 ans, je ne sais pas combien d'années de Sonatel, j'ai écouté ces débats-là également. Madame Aïssatou Dieng, un plaisir de vous rencontrer. Sinon, tout le reste, je les connais, moi et Pape Gorgui, et puis le reste, je vous connais très bien. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Bon, voilà. Et pendant qu'on en parle, puisque vous nous parliez de cette Afrique qui est en avance sur beaucoup de choses sur le reste du monde, j'ai pensé à ce livre de Jean-Michel Huet que nous avions reçu il y a quelques années, ancien de France Télécom, comme on disait à l'époque, d'Orange, un livre qui s'appelle « Le digital en Afrique, les 5 sauts numériques », où il explique en fait effectivement que sur bien des aspects, l'Afrique est en avance, et notamment sur le mobile money. Voilà. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Alors, Mor Ndiaye Mbaye et puis le ministre Alassane Diallo Ndiaye pour terminer. Mor Ndiaye Mbaye. Peut-être qu'il n'est plus avec nous. On va vérifier. Monsieur Alassane Diallo Ndiaye, on va terminer avec vous. Un mot sur ce qui a été dit, et comme vous êtes le moins jeune, vous n'êtes pas vieux, vous êtes le moins jeune de ce panel. Un mot sur ce qui a été dit et puis les perspectives. Oui, ce que je voulais dire, ce qui a été dit, on a dit beaucoup de choses. Oui. Et comme vous savez, les technologies numériques, c'est un domaine extrêmement compliqué. Peut-être que vous pourriez, à l'avenir, organiser des débats sur un sujet très limité dans ce secteur. Oui, d'accord. C'est par exemple, on a parlé un peu trop vite de l'initiation à l'utilisation des technologies numériques, surtout au niveau des enfants. Mais c'est rien que ça mérite un débat. Tout à fait. Ce que je peux dire sur ce plan-là, c'est qu'en fait, cette initiation, à mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux la commencer le plus tôt possible. Parce que l'utilisation de la tablette, par exemple, la tablette, vous savez bien, c'est très intuitif. Un jeune, même un bébé de 5, 6 ans, peut être capable d'utiliser mieux que vous la tablette, parce que c'est des systèmes extrêmement intuitifs. Et je pense aussi qu'il faut, à travers les technologies numériques, apprendre aux gens à se mettre en contact et à s'ouvrir un peu plus au monde, à savoir ce qui se passe dans le monde entier. Je pense que donc, c'est vraiment un domaine extrêmement complexe. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est vous saluer votre initiative. Merci. Parce que c'est extrêmement audacieux, parce qu'on n'a jamais voulu donner la place qu'elle méritait à la technologie, au problème de technologie au Sénégal, parce que c'est trop rébarbatif. On mal fou depuis des années, on essaye de former des journalistes scientifiques, on n'y arrive pas. Parce que ce n'est pas très rémunérateur, entre guillemets, le journalisme scientifique. Ce que vous faites là, ce n'est pas très populaire, ce n'est pas facile à partager avec tout à fait. Le plus grand possible. Mais en réalité, ça, c'est l'avenir. L'avenir, si nous voulons avoir un avenir, nous, le Sénégal, il faut qu'on soit bien impliqué dans l'évolution du monde, dans la recherche scientifique et technologique. Dans ce monde à venir, il faut qu'on soit au centre. D'autant plus que notre esprit sénégalais nous y prête.
d'une manière générale, le Sénégalais, c'est quelqu'un d'intelligent. Et surtout, ce qui est important, c'est quelqu'un d'ouvert. Nous sommes ouverts à tout, à tous les vents, comme dirait le poète, qui viennent du large. Nous sommes ouverts. Et cet esprit-là nous prépare à nous adapter à n'importe quoi. Non seulement il faut qu'on s'adapte, mais il faut, en poussant le maximum de Sénégalais possible, qu'on prenne l'initiative, qu'on soit dans le peloton devant. Je reviens toujours à la recherche scientifique. Vous savez pourquoi la Chine est allée très vite depuis les 2 ans dans tous les domaines, y compris dans le domaine qui nous préoccupe actuellement. C'est parce qu'ils ont mis en avant la formation, l'initiation à la technologie, aux sciences. Et je rappelle souvent à mes collègues qu'actuellement, la Chine consacre un budget supérieur à la recherche scientifique à tous les pays européens réunis. Vous réunissez tous les pays européens, tous les budgets consacrés à la science, le budget de la Chine en recherche scientifique est supérieur à cela. Oui. Et actuellement, la majorité des licences qui sont produites dans le monde sont chinoises. Les Chinois ont pris le devant. Et ce qui explique l'avancée de la Chine. C'est l'éducation, c'est la formation. Il faut revenir à la base si nous voulons vraiment exploiter au maximum les qualités du Sénégalais. Il faut qu'on donne plus de priorité à la science et d'une manière générale à la formation et à l'éducation et à l'enseignement. La priorité des priorités, je termine avec cela, c'est l'éducation des citoyens. En tout cas, je vous remercie pour cette belle initiative que vous avez prise et il faut continuer. Oui, merci. Animons pas dans des choses utiles. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et devant cette auguste assemblée, pour me faire un peu solennel, ce n'est pas un peu dans mes habitudes de journaliste, mais vous nous réitérez quand même cet engagement, cette promesse de produire bientôt un ouvrage sur l'histoire des télécoms au Sénégal, vu par vous-même. Vous m'aviez déjà fait cette promesse sur une émission à la radio. Vous maintenez toujours cette promesse pour nous? Oui, je vous fais la promesse. Merci. J'espère que Dieu va m'en donner la santé. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Alassane Diallo Ndiaye. Merci à tout le monde. J'étais très réjoui et très honoré d'avoir reçu ce beau monde. Moi, le très, très, très jeune par rapport à ces grandes personnalités qui ont fait l'histoire des télécoms au Sénégal. Quand on parle d'Internet, forcément, on parle de télécom. Je remercie tout le monde, je remercie chacun. Titurum Akti Santam, comme on le dit en Wolof, professeur Abdoulaye Sakho, juriste spécialisé dans les TIC. Le contact avec lui, de nouveau, me permet un peu de le relancer sur une émission qu'on doit avoir ensemble. Professeur Abdoulaye Sakho, dans quelques jours, sûrement, Inch'Allah. Pape Gorgui Touré, ancien de Sonatel aussi, président gérant du cabinet international Tacticom, que nous recevons régulièrement dans ces émissions, dans ces panels, qui nous fait toujours l'honneur, l'amitié et le plaisir de partager avec nous très, très généreusement. Lui qui est très respecté aussi au niveau international, notamment après son passage par l'UIT, l'Union internationale des télécoms. Des compatriotes comme ça font le plaisir des journalistes que nous sommes et ça fait plaisir régulièrement de les mettre en avant pour les donner un exemple aussi, disons, à la nouvelle génération. Alex Corentin également, que je remercie pour son humilité et son accessibilité, à qui je vais souvent rendre visite à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'ESP, où je viens commander un peu de bon café, professeur Alex Corentin, à côté de l'autre enseignant aussi émérite que lui, Mohamed Tidiane Seck, ancien directeur général de l'ADE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, Alassane Diallo Ndiaye qui vient de conclure ce panel. Aïssatou Dieng Diop, c'est que ce n'est pas très évident pour les grandes dames de prendre part à ces panels, mais une fois que je l'ai appelée, à la seconde qui suit, elle m'a dit oui. Après, je lui ai promis de lui faire un mail pour le détail. Vraiment, merci beaucoup à vous aussi, Aïssatou Dieng Diop, pour votre disponibilité. Et puis, Mor Ndiaye Mbaye, que je remercie également aussi, surtout lorsqu'il était de passage au ministère de l'économie numérique. Lui est haut fonctionnaire de l'ARTP,
l'autorité de régulation des télécoms et des postes, avec qui, évidemment, nous avons des échanges importants sur le numérique. Merci infiniment à tout le monde. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, nous sommes le 3 mars. Rendez-vous la semaine prochaine, nous serons le 10 mars à partir de 15h GMT pour mettre en avant un autre thème, toujours en rapport avec le numérique dans notre pays, en Afrique, ailleurs dans le monde. Et comme je le dis régulièrement, ce panel fera l'objet d'un replay dans la soirée sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Merci à tout le monde, j'étais très réjoui. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée à vous tous. Au revoir. Merci, Ousmane.